Mes parents ont divorcé, j'avais 2 ans et très vite, on m'a demandé d'être la mère de mes parents. J'ai pas du tout été, dorlotée ni maternée, on m'a tout de suite propulsée dans la vie d'adulte alors que j'étais une enfant et donc du coup, je l'ai très mal vécu. Donc chaque année qui passait, je me disais: «Mon Dieu, on va encore plus me maltraiter». Très tôt, les enseignants, école après école, m'ont condamnée. C'est-à-dire que j'étais trop vieille pour apprendre. Donc j'ai compris qu'en fait, que le fait de grandir allait être utilisé contre moi. Déjà, à 20 ans, je me disais: «Le compte à rebours a commencé». Et on se rend compte en fait que vieillir, c'est quelque chose d'assez formidable puisqu'on attire d'autres types d'hommes qui voient en nous une personne et pas simplement un bibelot d'étagère. Pourquoi est-ce qu'on devient intéressante à partir de 40 ans et je dirais même à partir de 50 en fait? Parce que effectivement, certaines femmes mettent un demi-siècle à se regarder avec bienveillance dans le miroir, à s'aimer, à se ficher du qu'en dira-t-on. Elle ne recherche plus de manière pathologique la validation dans le regard des hommes. Et c'est vrai que toutes ces femmes, ce qu'elles nous disent très clairement, c'est que pour plaire indéfiniment, on n'obtient pas ça en ayant une personnalité au service des autres, ni en ayant un corps éternellement jeune, mais en se choisissant soi-même et en ayant cette capacité qu'elles ont toutes de vivre sa vie à la première personne. Et oui, écrire ce livre, ça m'a donné vraiment des outils, en fait, finalement, pour me réapproprier mon corps et me rendre compte, finalement, que les femmes qui vieillissent très bien, elles ont toutes la même recette. Elles se laissent pas définir par les standards patriarcaux de notre culture. Elles sont constamment en train de dialoguer avec elles-mêmes, C'est-à-dire, la personne qui rentre dans leur vie doit vraiment être une plus-value. Bonjour et bienvenue dans 50 ans et toutes mes dents, le podcast de celles qui abordent et traversent la cinquantaine avec optimisme et croquent leur futur professionnel à pleines dents. Parce que la seniorité est une vraie valeur ajoutée, apprenons à la savourer et la valoriser. Je suis Karine Arnaud, coach professionnel et booster d'impact positif des carrières féminines. Je vous emmène à la rencontre de femmes inspirantes qui croquent leur futur professionnel à pleines dents avec audace et optimisme. Je vous partage également mes recettes pour nourrir votre confiance, booster votre énergie, développer votre influence, capitaliser sur vos talents, devenir votre propre opportunité et oser avec le sourire. Comment faire de ce cap tabou une période fertile, libératrice, créatrice de transformation et génératrice d'énergie? Comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle? C'est dans 50 ans et toutes mes dents, et c'est maintenant. Aujourd'hui, je vous fais découvrir une auteure et journaliste, Amanda Castillo, dont le travail et le point de vue est précieux. Elle vient de sortir son nouveau livre, au titre alléchant « Et si les femmes avaient le droit de vieillir comme les hommes » aux éditions L'Iconoclaste. Ce livre est, comme Amanda aime à le dire, un livre en mouvement, un coup de gueule, qui nous amène à ouvrir le champ des possibles sur notre condition de femme et comment en inventer une nouvelle. Livre que je recommande aux femmes, mais également aux hommes, évidemment. Donc avec Amanda, on s'est interrogé sur comment arriver à déconstruire les injonctions dont on nous abreuve depuis l'enfance et en tant que femme. Et donc on est allé explorer au travers de ce livre les façons de se libérer de la pression du regard des hommes, mais aussi de notre propre regard sur nos corps, sur nous-mêmes, sur notre pouvoir de séduction, sur surtout le temps qui passe et qu'est-ce qu'on a envie d'en faire et comment on le vit beaucoup mieux. Alors, Amanda et moi, il y a des endroits où on se rejoint et puis il y a un endroit où on se rejoint pas. Moi, j'aime affirmer mon âge et j'en fais quelque chose d'assumé et que je revendique. Amanda, elle, ne dit pas son âge. Donc, je n'aurai pas de scoop dans cet épisode là-dessus. En revanche, elle pourra nous expliquer et vous saurez pourquoi, pour elle, c'est important de ne pas poser son âge. On est aussi allé voir évidemment là où on se rejoignait et on a posé le fait que c'est véritablement aujourd'hui important de donner des clés aux femmes pour assumer le fait de vieillir. On a beaucoup parlé aussi du choix de l'homme, c'est-à-dire non pas du choix que fait l'homme, mais du choix que fait la femme de l'homme avec lequel elle veut partager sa vie. Et comment justement
La bonne nouvelle, c'est qu'à 50 ans, on intéresse les hommes pour de vraies bonnes raisons et pas pour rassurer leur pouvoir de séduction ou leur orgueil ou leur désir d'immortalité, mais aussi comment on intéresse des hommes plus intéressants justement, qui nous regardent pour les bonnes raisons. On est aussi allé regarder donc les 3 rôles modèles qu'elle propose dans son livre, qui sont Lou Andréas Salomé, Dominique Rollin et George Sand, et ce qu'elles ont en commun. Ce qu'elles ont en commun, c'est de décider de leur destin, d'assumer leur indépendance et surtout de sortir des sentiers battus. On a posé aussi le fait que le changement de mentalité doit partir de nous. Et comme le disait Anaïs Nin, les femmes doivent cesser de se révolter contre ce qui est. Elles devraient montrer une image claire de la femme nouvelle. Et c'est là-dessus, en fait, que je vous invite à réfléchir dans cet épisode. C'est quel pourrait être ce qu'on a envie, nous, de poser comme image, comme symbole, comme puissance de la femme nouvelle. Parce que, comme le dit Philippe Solers, si vous avez la chance de tomber sur une femme qui se fout de l'opinion, vous avez décoché un trésor. Bonjour Amanda. Bonjour Karine. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur ce nouvel épisode. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est la première fois que j'interviewe une autrice avec un livre. Donc je vais faire mon Bernard Pivot et je suis ravie de ça. Donc, merci d'être là. Alors, première question que je pose à tout le monde de façon assez classique. Qu'est-ce que tu as envie de nous raconter de ton parcours professionnel, peut-être personnel, voilà, qui pourrait intéresser nos auditrices, principalement, parce qu'il y a aussi des hommes quand même qui nous écoutent, mais voilà. Oui, alors j'ai un parcours assez pas du tout linéaire, puisque j'ai grandi en Chine toute mon enfance et adolescence, aussi une partie en Inde, j'ai été dans un internat en Angleterre, donc j'ai beaucoup voyagé. Et j'ai atterri à Genève à la fin de l'adolescence, enfin vers 16-17 ans, pour faire des études de droit, qui ensuite m'ont conduit à faire un master en journalisme. Donc voilà, un peu le parcours. Et ce que je sais de toi aussi, c'est que tu t'intéresses depuis longtemps à tout ce qui est culture managériale. Exactement. Donc en fait, quand j'ai eu ma licence en droit, j'ai travaillé pendant 6 ans au tribunal des prud'hommes et j'ai donc assisté à des audiences pendant pas mal de temps où je voyais des conflits entre employeurs et employés insolubles. Et je regrettais vraiment le fait qu'il n'y ait pas eu des discussions en amont, une culture managériale qui permette d'éviter d'en arriver là, parce qu'une fois qu'on est au prud'homme, le lien de confiance est rompu, on ne peut plus rien faire. Alors que très souvent, si on a une bonne culture d'entreprise, on évite tous ces problèmes. Et donc, c'est ce qui m'a amené à m'interroger en fin de compte sur les moyens de faire en sorte que les employeurs se réveillent le matin heureux de partir travailler, de contribuer à faire fonctionner l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Et donc j'ai écrit pendant beaucoup d'années la page carrière, d'abord dans le journal Le Temps, ensuite dans un magazine économique suisse qui s'appelle Bilan. Et je traitais de toutes ces questions. Et donc, en traitant toutes ces questions, j'ai bien évidemment constaté qu'il y avait beaucoup d'agisme au sein des entreprises. Et donc, après, ça a été de nouveau une question que je me suis posée. Pourquoi est-ce qu'à partir de 40 ans, on est considéré comme un senior au sein d'une entreprise? Évidemment, l'agisme et le sexisme se cumulent. Hein. Mmh. Donc, c'est des problèmes, c'est doublement pénalisant pour les femmes. Et tout ça m'a amené à me poser des questions aussi sur la perception de la femme au sein du couple. Pourquoi est-ce que le vieillissement, qui est un phénomène naturel qui concerne 100% de l'humanité, est perçu différemment selon qu'on est un homme ou une femme? Et donc tu viens de sortir un livre que je recommande à toutes et à tous, parce que je pense que ça serait bien que pas mal d'hommes lisent ce livre. Le titre, c'est « Et si les femmes avaient le droit de vieillir comme les hommes ?» Alors, pourquoi ce livre et pourquoi maintenant? Alors, ce livre, je l'ai en moi depuis très très longtemps, puisque déjà à 20 ans, je me disais le compte à rebours a commencé.
Donc, j'ai pas eu le temps de l'écrire avant, pour tout un tas de raisons, mais en fait, quand je me suis vraiment assise à ma table pour écrire, il est sorti, très rapidement. En 3 mois, j'avais déjà, le premier jet. Donc c'est vraiment quelque chose qui était, en état d'incubation, depuis longtemps. Et en fait, c'est vrai que c'est le bon moment pour le sortir parce qu'on n'a jamais autant parlé d'agisme qu'en 2023. C'est un hasard du calendrier parce que vraiment c'est quelque chose qui m'a frappée, choquée et indignée, depuis toujours. Je pense qu'aussi on a tort de penser que c'est un problème qui concerne les femmes de 50 ans. Les femmes de 20 ans le ressentent déjà. On sait déjà qu'on est sur la pente descendante. Donc ça concerne toutes les femmes, indépendamment de leur âge. On a capté très tôt dans notre vie et à travers, dans l'environnement dans lequel on baigne, que notre valeur est corrélée à notre jeunesse. Ça, on le sait. On n'a pas besoin d'attendre 50 ans pour s'en rendre compte. Mmh. Donc on l'a compris à 20 ans. Enfin, en tout cas, moi, je l'avais compris à 20 ans et je vois très bien autour de moi, les femmes le comprennent puisqu'elles n'arrêtent pas de se faire des piqûres alors qu'elles n'ont pas encore de rides. Elles n'arrêtent pas de mettre des crèmes pour prévenir l'apparition de telle et telle ride du lion, des pattes d'oie. Enfin bref, donc on le sait. Et parallèlement à ça, les hommes ne ressentent pas du tout cette pression puisque leur valeur est corrélée à leur statut, leur avancée professionnelle, leur fortune, enfin à tout un tas de choses, mais elle ne dépend pas exclusivement de l'image qu'ils renvoient dans ce monde. Donc ça, c'est une réalité qui m'a beaucoup dérangée et j'avais besoin de poser à plat le problème pour essayer de le dépasser. Comment on fait finalement comment est-ce qu'on arrive à, à changer la donne? Mmh. Alors avant de savoir comment on change la donne, hein, on va maintenir ce petit suspense. J'avais envie de poser. On se rejoint à plein d'endroits, hein. Moi, la première fois que je t'ai entendu, en fait, c'était, je crois que c'est une vidéo de Brut, quelque chose comme ça, et où justement, je me suis dit, waouh, c'est super intéressant, c'est hyper impactant. Donc après, on s'est suivis sur Insta, etc. Et j'avais vraiment envie de t'inviter. Et j'ouvre le livre et page 7, donc première chose que je lis. Et là, je me dis, attends, en fait, on se rejoint sur plein de choses, mais il y a un truc sur lequel on se rejoint pas du tout, c'est sur comment assumer son âge. C'est-à-dire que, enfin, moi, c'est vraiment quelque chose qui fait partie justement si je peux dire, du combat, en tout cas, c'est de l'assumer, de le revendiquer euh, pour dédramatiser ça. Euh, alors moi, jeune, c'était l'inverse, c'est-à-dire j'ai toujours fait plus jeune, du coup, c'était un peu, je disais jamais mon âge parce qu'en fait, je le vivais super mal. Et plus je vieillis, et plus je suis OK avec ça, j'en suis fière. Et toi, ce que je peux ressentir, c'est l'inverse, c'est-à-dire tu le caches. Donc, on ouvre le livre et on tombe là-dessus. Donc, je te cite. J'ai commencé à mentir sur mon âge à 10 ans. Systématiquement, je me rajeunissais d'1 an, lorsque ce n'était pas 2. Un peu jeune pour avoir honte de son année de naissance, penseront certains. Ils ont raison. Ce chiffre s'est très tôt imposé à moi comme un malheur, une condamnation. Vers l'âge de 12 ans, j'ai commencé à m'enfermer dans ma chambre la veille de mes anniversaires. Dans le journal personnel que je tenais, on pouvait lire les phrases suivantes: Forever 12, Forever 13, ou encore I'm 14, will be always 14. Depuis mon adolescence, mon cerveau n'a jamais cessé d'être en état d'hypervigilance. Aujourd'hui encore, j'interprète la moindre allusion à mon âge comme une menace. Je la ressens comme une pression psychique insupportable, un crachat destiné à m'humilier. Alors je me dérobe, je refuse de répondre, je ne dis jamais mon âge. C'est juste. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans, en fait? Alors, c'est quelque chose qui n'est pas du tout lié à la problématique du vieillissement, puisqu'à 10 ans, on n'est pas encore là-dedans. Dans mon cas, c'était lié à ma scolarité qui était erratique, parce que j'ai quasiment changé d'école d'une année à l'autre, et de langue, de système scolaire, de langue. D'une année à l'autre, j'avais pas les mêmes copains, je passais de l'espagnol à l'anglais, au français. Enfin, c'était tout le temps différent, et très tôt, les enseignants, école après école, m'ont condamnée. C'est-à-dire que j'étais trop vieille pour apprendre. Je saurais jamais écrire de ma vie le français. Ça, c'est mon prof de français en classe de troisième Donc là, tu peux le remercier.
Hein? Parce que c'est peut-être grâce à Monsieur ça Auteuil. qu'aujourd'hui tu fais ce que tu fais. Je voulais lui dédicacer mon livre, j'ai perdu sa trace malheureusement. Donc il avait dit à mon père que voilà, que j'allais toute ma vie, que mon retard était irrécupérable. Mmh. Et donc en fait c'était des remarques qui venaient très souvent quand mon père disait: «Voilà, elle a tel âge, quelle classe faut-il qu'elle intègre?» Puisqu'on n'arrêtait pas de me changer d'école, il fallait à chaque fois réévaluer dans quel niveau j'allais être mise et on voulait toujours me faire descendre d'un degré parce que je parlais pas bien le français. Enfin, c'était tout le temps, voilà, j'étais perçue comme un échec, parce que par rapport à mon âge, j'avais pas le niveau de connaissance requis. Ça a commencé comme ça. Ensuite, mon père a un rapport que j'aime beaucoup, il avait toujours cette phrase, à chaque anniversaire, il m'enlevait des droits. Au lieu de me proposer des choses chouettes, de me donner des voilà, bah, maintenant tu as le droit de sortir 1 heure en plus. Non, alors maintenant que tu as tel âge, il va falloir que tu fasses ça, ça, Ah tel ouais, une corvée en plus pression, et c'était très désagréable et en plus, il retirait beaucoup son affection en me disant: «Non mais tu plus l'âge d'être, prise dans les bras, t'as plus l'âge d'être câlinée, t'as plus l'âge» et ça a commencé très jeune, déjà à 4 ans. Donc c'était pas, donc j'ai compris qu'en fait, que le fait de grandir allait être utilisé contre moi. C'est intéressant. C Là où ça m'amène, c'est moi, la croyance dans ma famille, c'était 7 ans, l'âge de raison. C'est-à-dire qu'à partir de 7 ans, terminé. Comme tu dis, comme si on passait à l'âge adulte et comme si, du coup, il y a une espèce de responsabilité, hem, il y a peut-être effectivement moins d'affection, je sais pas, mais moins de marques d'affection. Il y a quelque chose de, et de façon assez abrupte, hein. Maintenant, tu as 7 ans, donc ça y est. Alors que bon, enfin 7 ans, tu vois? C'est Oui, juste, exactement. Ah bah, c'est tout à fait ça que j'ai ressenti, sauf que moi, ça a commencé à 4 ans. Mes parents ont divorcé, j'avais 2 ans et très vite, on m'a demandé d'être la mère, enfin de mes parents. tu as des frères et sœurs? Des demi. D'accord, et tu es l'aîné? Je suis l'aînée. Oui, mon Mmh. père a refait sa vie avec d'autres enfants, hem et donc en fait, on m'a mis dans l'avion parce que mon père habitait à Pékin, ma mère habitait à Genève et je prenais l'avion toute seule déjà à 4 ans. Enfin avec l'hôtesse évidemment qui Oui, oui. m'accompagnait, mais enfin Tu c'est pilotais l'avion à 4 ans. je pilotais l'avion toute seule. Mais je me souviens de ces voyages en avion toute seule, enfin j'ai pas du tout été, dorlotée ni maternée. On m'a tout de suite propulsée dans la vie d'adulte alors que j'étais une enfant. Et donc du coup, je l'ai très mal vécu et donc chaque année qui passait, je me disais: «Mon Dieu, on va encore plus me maltraiter» et donc c'était ça en fait moi ma grande, angoisse, c'est que alors qu'en fait, c'était un prétexte pour des parents qui déjà à la base ne voulaient pas s'occuper de moi. C'était comme ça en fait. Même s'ils m'aimaient beaucoup, j'étais une sorte de fardeau donc ils étaient soulagés de me voir, prendre mon autonomie, toute relative, hein, parce qu'à 5 ans, je ne sais pas à quel point on est autonome. Mais très vite, on m'a dit: «Il faut que tu te prépares tes repas, il faut que tu saches, voilà, où sont les choses dans la maison, voilà, tu te débrouilles en gros» et donc c'est vrai que je trouve ça incroyable et je remarque en fait maintenant que j'ai une fille qui a le même âge que moi, que je n'oserais jamais laisser seule sans baby-sitter si par exemple je sors le soir. Moi, on me laissait tout le temps seule, enfin, il y a des choses comme ça qui m'apparaissent, comme de la véritable maltraitance. À l'époque, je pensais que non, en fait, que j'étais suffisamment grande. Mais je l'ai quand même vécu comme une violence. Mmh. Et donc ça vient de là, c'est on va dire que c'est le trauma originel et ensuite en grandissant, je me suis bien évidemment aperçue qu'on vit dans une société agiste. Ah Donc ouais. ça n'a fait que rajouter du sel, sur la plaie qui était déjà béante et puis donc du coup, tout m'apparaît beaucoup plus, comme j'ai cette hypersensibilité de base, c'est encore plus marqué chez moi. Mmh. Et donc là où on se rejoint, hem, c'est, vraiment donc alors le livre il est, en tout cas moi je l'ai perçu en 2 parties. Parce que c'est vrai que quand je l'ai commencé, ce que je te disais quand on préparait l'interview, j'étais en Égypte, pour une semaine où je nageais avec les dauphins, donc en mode, super cool. J'ai commencé le bouquin et là je me suis dit: «C'est très lourd». C'est-à-dire est-ce que vraiment je suis au bon endroit pour lire ce livre? La première partie
m'a mise vraiment mal à l'aise, en fait. Alors avant d'aller sur la deuxième partie qui, au contraire, met beaucoup plus, en extension, qu'est-ce que tu as voulu dire dans cette qu'est-ce que tu as voulu montrer et passer comme message dans cette première partie? Alors, tu as tout à fait raison quand tu dis que c'est un livre en mouvement. D'abord, je pose le constat, donc on sent que la colère monte, mais je laisse pas la lectrice seule avec cette colère, hein. Le but, c'est d'en sortir. Donc, mais pour en sortir, il faut d'abord être au clair sur les raisons pour lesquelles notre vieillesse est si problématique aux yeux de certains hommes. Parce que quand on est au clair vis-à-vis de ça, en fait, on n'a plus du tout envie d'être regardé par un certain type d'homme. Mmh. Et ça, c'est très libérateur, en fait. Parce que c'est cette fameuse phrase de John Berger qui dit les hommes regardent les femmes se regardent en train d'être regardées. Et en fait, quand on se regarde en train d'être regardé, on oublie de lever la tête et de regarder qui nous regarde et pourquoi cette personne nous regarde. C'est un exercice qui est vraiment Et très qu'est-ce qu'elle utile. regarde chez nous aussi? Qu'est-ce qu'elle regarde chez nous, effectivement. Et c'est un exercice qui est très utile parce qu'une fois qu'on a compris les motivations de certains hommes toxiques, hein, qui sont vraiment dans des rapports de pouvoir et de domination, on n'a plus du tout envie d'être regardé. Donc tout à coup, on n'est plus dans l'auto-apitoiement, l'atmosphère est à la liesse. Et on se rend compte en fait que vieillir, c'est quelque chose d'assez formidable puisqu'on attire d'autres types d'hommes qui voient en nous une personne et pas simplement un bibelot d'étagère, un sexe où accrocher le reste de leur jeunesse pour la retenir, enfin vraiment qui nous perçoivent comme des individus pleinement. Et donc c'est pour ça aussi que voilà, cette première partie, elle met en colère et en même temps, cette colère, elle est utile. Et donc tu parles de pas mal de gens très connus, hein, dans cette première partie. Qu'est-ce que tu pourrais, nous partager peut-être, comme exemple, que tu nommes, pour illustrer justement, ce type d'homme? Bah, je pense qu'on a beaucoup glamourisé le couple, Gainsbourg-Birkin, hein. C'est vraiment un couple qui fait rêver encore aujourd'hui beaucoup de jeunes femmes et en fait, c'est vraiment un cas typique, de domination et Birkin le dit très clairement dans son journal intime. À 25 ans, elle est déjà terrorisée à l'idée de vieillir et on sait par exemple que Gainsbourg a commencé à mal vivre leur relation quand elle s'est réappropriée son image, quand elle a contesté son autorité, quand elle a commencé à lui dire non, je ne vais plus m'habiller comme ça, je préfère mettre tel habit. Quand c'était plus une sorte de poupée qui pouvait modeler, façonner à sa guise. Gainsbourg, c'est vraiment, il est tout long dans une sorte de posture de Pygmalion. Donc il transforme une femme pour mieux la revendiquer, pour mieux se l'approprier. D'ailleurs, il lui dit sans moi, tu n'es rien, c'est moi qui t'ai créé. Et bah, en fait, l'amour, c'est quand on considère l'autre, que l'autre existe au même titre que nous-mêmes, hein, donc c'est pas de l'amour. Mais ça, on a de la peine à le voir parce que la culture a beaucoup glamourisé cette histoire. Donc c'est bien voilà, de reprendre cette parole et et de la lire sans le prisme voilà, glamour qu'on appose à chaque fois quand on observe ces deux personnes. Et donc la deuxième partie du parce que j'ai pas trop envie de m'appesantir sur la première, comme tu peux te rendre compte. Mais bon, la première, donc on fait la liste de tout ce qui pourrait être toxique comme type de relation et comme type de personne. Il y a aussi évidemment, cette quête d'immortalité, en étant avec des femmes plus jeunes. Heu, voilà, bon. Oui, oui, des hommes voilà, qui souhaitent projeter un âge différent du leur, hein. Ils pensent qu'il y a une sorte d'illusion qui s'opère comme ça. On va pas voir qu'ils ont 30 ans de plus que leur copine s'ils s'affichent au bras d'une femme de 25 ans. Alors qu'en fait, au contraire, hein, c'est le signe indubitable du basculement vers la vieillesse quand on commence à faire ça. Mais voilà, ils pensent que ça va les rajeunir. Beck Bédé, il dit: «Je suis un vampire qui aspire le sang des jeunes femmes pour rester moi-même éternellement jeune». Charlie Chaplin aussi faisait beaucoup ça. Et donc en fait, il y a cette volonté de dominer en étant le plus âgé du couple, mais aussi voilà, le fait que soi-même, on ne veut pas se voir vieillir. Donc en gros, en fait, on voit très bien que c'est des hommes fondamentalement, assez névrosés quelque part, hein, ceux qui sont dans ces dynamiques-là
Et est-ce que nous, en tant que femmes, on a envie d'attirer ces gens-là dans nos vies ou est-ce qu'on veut plutôt des hommes bien dans leur peau, qui acceptent que la vie, voilà, il y a un espace-temps, on est tous là de manière provisoire dans ce monde, c'est pas grave, profitons-en. Enfin, voilà, des gens qui sont dans un autre rapport et qui ne nous considèrent pas que comme un joli arrangement de particules, une surface lisse sans individualité. C'est très perturbant en fait parce que on voit clairement bah, dans cette première partie, dont on va vite balayer ça, mais que le plus grave dans tout ça, c'est qu'on nous enlève notre individualité. On est un bien fongible. On peut être remplacé par n'importe quel autre vingtenaire aux dimensions similaires. Donc en fait, c'est ça qu'il y a de plus terrifiant et d'angoissant dans ce type de relation. D'ailleurs, les femmes ressortent très cabossées, hein. On les envie parce qu'on se dit ça doit être génial d'être la muse d'un grand artiste, d'être immortalisée dans un livre. En fait, il n'y a rien de plus oppressant. Parce que ça se nourrit en fait d'une dynamique de pouvoir, voilà, il y a un prix là-dedans à payer, qui est invisible, qu'on ne perçoit pas tout de suite. Oui, ce que je pourrais imaginer, c'est qu'elles sont peut-être pas conscientes de ce qui leur arrive. Enfin, ouais. Alors, quand on lit Jane Birkin, elle en est très consciente, hein, mais c'est Elle en compliqué. était consciente à cette époque-là ou elle en est devenue consciente? Elle en était consciente au moment de le vivre, mais elle n'arrivait pas à s'émanciper parce que, enfin, la culture offre très peu d'appui aux femmes, hein, pour s'émanciper. C'est ça aussi. Alors maintenant, avec le féminisme et enfin, tous les mouvements, tous les livres qui sortent, on commence à avoir des appuis. Mais c'est aussi une démarche. Soi-même, on doit vouloir les rechercher, hein. On n'est pas toutes dans cette démarche-là. Beaucoup de femmes encore qui ont tellement intégré le patriarcat voilà, qu'elles acceptent l'état de fait. Oui, que c'est une normalité presque. Et alors donc, pour revenir à des choses réjouissantes et importantes à poser comme message, j'avais envie encore une fois de lire un extrait, hein. Donc déjà une citation que tu poses dans le livre de Coco Chanel, c'est « Une femme ne devient intéressante que lorsqu'elle a plus de 40 ans ». Bon, donc, là il y a quand même ça voudrait dire qu'elle n'est pas intéressante avant, je ne suis pas tout à fait d'accord là-dessus, mais en tout cas, à regarder qu'est-ce que ça veut dire être intéressante. Et puis, tu poses aussi le fait de prendre de l'âge, c'est précisément gagner en assurance, en force, en professionnalisme. C'est apprendre à résister à l'intimidation et à mieux défendre ses perceptions, ses analyses, son point de vue. C'est ne plus écouter les voix dévalorisantes émanant de l'extérieur qui assourdissent celles du dedans et brouillent le regard porté sur soi. C'est réaliser que la présence à soi-même est la condition sine qua non d'une relation authentique avec les autres. C'est apprendre à dire les choses sans minauder, sans se cacher, sans chercher l'approbation des autres. C'est ne plus être fragmenté. Oui, je pense que pourquoi est-ce qu'on devient intéressante à partir de 40 ans et je dirais même à partir de 50 en fait. Parce que effectivement, certaines femmes mettent un demi-siècle à se regarder avec bienveillance dans le miroir, à s'aimer, euh, à se ficher du qu'en dira-t-on, elles ne recherchent plus de manière pathologique la validation dans le regard des hommes. Et ça, c'est hautement intéressant. C'est-à-dire quand on est dans son axe, qu'on est centré, je pense qu'on a toutes fait l'expérience d'être en compagnie de femmes qui sont bien dans leur peau, qui ne recherchent pas systématiquement à voir l'effet qu'elles produisent dans le regard de l'autre. Et ces femmes-là nous inspirent, hein, nous élèvent. Mais généralement, elles ne sont pas très jeunes. Elles n'ont pas 20 ans. Donc c'est pour ça, je pense que Coco Chanel a cette citation. D'ailleurs, les femmes très jeunes qui comprennent, voilà, qui vivent pour elles-mêmes et qui émettent leur opinion, qui font entendre leur voix, n'intéressent pas les hommes, hein. Donc on voit bien que ce n'est pas une question d'âge aussi. Parce que quand une femme très jeune s'affirme, émet un avis, tout à coup, elle est plus du tout désirable. Donc, voilà, en fait, l'âge, on voit bien que c'est pas le problème de l'âge. C'est une question vraiment de lien de vassalité, hein. Et tu disais tout à l'heure, ce qui est la bonne nouvelle, c'est qu'à 50 ans, enfin, c'est ce que je retrouve aussi, hein, et ça m'amène sur deux choses. La bonne nouvelle, c'est qu'à 50 ans, on intéresse les hommes pour peut-être de vraies bonnes raisons, enfin, en tout cas, pas les mêmes
qui pourrait être que plus tôt, et pas celles qui poussent à les rassurer sur leur pouvoir de séduction aussi et sur leur pouvoir tout court, hein. Et quand là, on pose le fait qu'effectivement, peut-être qu'à 50 ans, on commence vraiment à s'assumer et à être plus en puissance. Si je reprends et tu disais, du coup, on intéresse des gens différents, enfin des hommes différents. Si je reprends mon exemple, bon, moi je te l'ai dit, je suis avec quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que moi, hein, qui a 14 ans de différence, et c'est intéressant parce que on parlait de ça il y a pas très longtemps. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble, donc on faisait un peu le point. Et je lui disais, qu'est-ce que tu apprécies dans notre relation particulièrement? Et il m'a dit, j'apprécie le fait que tu es sûr de toi. Lui, avant, il sortait avec une jeune femme qui était plus jeune que lui, qui avait 8 ans de moins. Et il me dit, là, c'est reposant en fait. C'est puissant Mmh. et c'est reposant. C'est-à-dire que t'es clair, tu sais, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il voit pas tout ce que je ne dis pas aussi, que j'aime pas trop chez moi. Mais bon. Mais cette confiance, en fait, lui, il la voit vraiment comme une puissance et comme quelque chose comment, ouais, de reposant. C'est-à-dire, il n'y a pas ce questionnement en permanence avec le corps, gna gna gna, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, est-ce que je suis à la bonne place, est-ce que tu vois. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant venant de quelqu'un, enfin d'un homme pour le coup plus jeune, parce que là, il ramène, tu vois, il fait vraiment la comparaison en fait avec une femme qui est plus jeune et une femme qui est plus âgée, et qu'est-ce que ça amène dans Mmh. la relation. Oui, oui, oui. Alors, enfin, lui, visiblement, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de sentir un lien de dépendance, enfin, qui n'a pas besoin de sentir que la femme dépend de lui pour se sentir aimé. Il aime cette force, justement. Et c'est typiquement le genre d'homme qu'on veut attirer dans nos vies, même quand on est jeune, hein. Des hommes qui valorisent notre force, qui valorisent notre puissance, qui nous encouragent à déployer nos ailes au lieu de les rogner. Mais, mais le problème, justement, c'est que la plupart des hommes se sentent menacés par cette assurance, cette confiance en soi. Beaucoup d'hommes, en tout cas. Hmm. Donc, effectivement, quand on prend de l'âge bon, les femmes de 50 ans sont spectaculaires de nos jours, hein. Donc, de nouveau aussi, Alors elles... oui, là, permets-moi de te couper, parce que tu m'as annoncé un truc que j'ai trouvé assez dingue, mais génial. Quand on a préparé notre interview, tu m'as dit, non mais attends, les femmes vieillissent beaucoup mieux que les hommes. Et tu Oui, disais, voilà, elles sont spectaculaires, oui, parce que les hommes, en gros, ils prennent du bide, ils deviennent chauves, etc. Enfin, oui, si je le... très hein. tôt. Et que nous, on a une telle pression, justement, à se maintenir, Ouais. voilà, en forme, etc., que du coup, on vieillit beaucoup mieux. Alors, c'est ton avis. Oui, oui, non, mais en fait, c'est-à-dire qu'il suffit d'ouvrir les yeux et de regarder un peu les couples. Les femmes sont toujours très, 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 beaucoup plus dynamiques, jolies, minces, que les hommes. Les hommes sont complètement avachis, ils ont 3 poils sur le caillou, enfin, et puis ça leur pose aucun problème puisqu'ils sont pas sans arrêt ramenés à leur corporéité. Mais c'est pour ça que beaucoup de femmes qui quittent leur mari ou qui se font quitter retrouvent généralement des hommes qui ont 10, 15 ans de moins qu'elles, qui ressemblent davantage à ce qu'elles sont, c'est-à-dire des personnes encore enfin, bien maintenues que des hommes de leur âge qui ne correspondent pas du tout à... Il y a vraiment un gap, hein, qui se fait, clairement, clairement. Donc ça, c'est le bénéfice de cette pression, en fait, qu'on se met. Bah oui, clairement. Il faut toujours un bénéfice. Euh, je voulais aussi partager, alors, avant d'aller sur effectivement les 3 rôles modèles que tu as choisis pour ton livre, il y a un passage où tu partages ce que j'ai appelé les trucs et astuces pour être belle, et notamment tu nommes Audrey Hepburn, et donc tu dis, attends, je vais retrouver ça, voilà, trucs et astuces pour être belle. Pour avoir des lèvres attirantes, prononcer des paroles de bonté, pour avoir de beaux yeux, regardez ce que les gens ont de beau en eux, pour rester mince, partagez vos repas avec ceux qui ont faim, pour avoir de beaux cheveux, faites qu'un enfant y passe sa main chaque jour. La beauté d'une femme n'est pas dans les vêtements qu'elle porte, son visage ou sa façon d'arranger ses cheveux. La beauté d'une femme se développe avec les années. Bon. Et là où ça me met,
c'est que quand même, on est encore sur le rester belle. On est encore sur cette injonction, comme si c'était, tu vois, la beauté était le Graal, c'est-à-dire la référence en termes de valeur donnée à une femme. Mmh, Et mmh, mmh. ça pourrait me déranger. Tu vois, on est quand même. Nous, c'est ça le truc, c'est faut rester belle, on te dit pas, il faut rester intelligente, il faut rester puissante, Oui. il faut rester, tu vois. Alors ce passage, je l'ai mis là, uniquement pour dire en fait que, je pense qu'elle a tort, hein, Audrey Hepburn. Je pense qu'en fait, on est très belle quand on est en colère, on est très belle, enfin quand on s'affirme et en fait, son secret à elle, pourquoi est-ce qu'elle a vieilli de manière, sereine? C'est parce qu'elle avait un homme à ses côtés, déjà plus jeune qu'elle et qui ne lui répétait pas toute la journée qu'elle était en train de décliner. Et c'est ça que j'ai voulu souligner en fait, parce qu'il y a beaucoup de violences agistes au sein des couples, hein, quand on vit avec un partenaire qui nous rappelle sans arrêt qu'on ne ressemble plus à la personne qui a su le séduire 20 ans auparavant, que c'est comme un coup de canif dans le contrat, quelle audace de se laisser vieillir. Enfin, et donc en fait, beaucoup de femmes vivent ça au sein de leur couple, et c'est véritablement ça qui les mine et donc, quand on a la chance de vivre avec quelqu'un qui nous dit: «Bah non, en fait, t'es solaire, t'es merveilleuse», c'est un peu l'effet Pygmalion. Mmh. Donc, enfin, ça donne une ça nous permet de vieillir de manière extrêmement sereine et c'est ce qu'elle vivait, Audrey Hepburn et elle en parle pas. Elle dit: «Non, non, il faut prononcer des paroles douces et gentilles». Je suis pas tellement d'accord avec ça. Mmh. Et du coup, le lien avec justement les trois modèles que tu as choisis dans ton livre. Et cette phrase justement de Ralph Waldo Emerson où il dit donc que être vous-même dans un monde qui essaye constamment de faire de vous quelqu'un d'autre est le plus grand des accomplissements. Donc déjà ça, à poser, je trouve ça assez puissant. Et donc toi tu prends trois femmes emblématiques. La première c'est Lou Andrea Salomé. La deuxième, c'est Dominique Rollin et la troisième, c'est George Sand. Et donc, ce qu'elles ont en commun, après on va aller évidemment regarder, mais alors au-delà que alors, chacune choisit un peu sa façon d'être, Mmh. mais en tout cas, c'est toute une façon d'être singulière, c'est-à-dire elles acceptent leur singularité, elles la revendiquent. Leur première priorité, c'est de se rapprocher de leur source, enfin, d'être vraiment elles-mêmes. Et c'est ce que tu dis qui est le plus séduisant, c'est de ne pas s'oublier pour l'autre ou dans le regard de l'autre, mais véritablement de prendre soin de soi. Alors, je suis avec, pour la touche d'humour, c'est ma référence, là tout un coup qui me vient, je n'avais pas préparé, mais c'est ce qui me vient, c'est Samantha dans Sex and the City, qui dit la fameuse phrase « Je t'aime vraiment, mais je m'aime plus que toi ». Je me souviens. Ouais. Ça, c'est le truc, tu vois. Je me choisis moi, en fait. Mmh. Exactement. Alors, il y a rien de plus érotique qu'une personne qui se choisit elle-même en premier, finalement. Et c'est vrai que toutes ces femmes, ce qu'elles nous disent très clairement, c'est que pour plaire indéfiniment, c'est pas, on n'obtient pas ça en ayant une personnalité au service des autres, ni en ayant un corps éternellement jeune, mais en se choisissant soi-même et en ayant cette capacité qu'elles ont toutes hein, de vivre sa vie à la première personne. Et donc, la première, par exemple, comment elle fait? Lou Andreas. Lou Andréa Salomé, elle est assez fascinante parce elle a complètement envoûté des monstres sacrés comme Nietzsche, comme Freud, comme Rilke. Et, mais c'est marrant parce que elle s'est jamais laissée dominer par eux. Donc ils ont voulu à un moment donné la réduire à l'état de muse, la façonner d'une certaine manière. À chaque fois que l'un d'entre eux lui dit veut la soumettre, il disparaît en fait de son champ de vision. Donc en fait, elle fait ce que les hommes font. En fait, les hommes ne nous voient plus quand on a des cheveux blancs et des rides. Elle ne voit plus les hommes quand ça devient des dominants qui veulent la soumettre. Et donc elle a toujours ce réflexe en fait de conserver sa sacro-sainte liberté. Et bon, elle reste toujours indépendante économiquement. Hein. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre parce que Mm.
la capacité d'être soi-même commence toujours avec l'argent nécessaire pour la financer. Et ça, c'est ce que toutes les femmes qui vieillissent bien ont compris, c'est qu'il faut impérativement être toujours autonome. On a beaucoup de femmes qui tombent dans la précarité parce qu'elles cessent de plaire, hein. Donc c'est là où en fait on se rend compte que bah oui, en fait notre survie est liée au bon maintien de notre corps. Si on est indépendante économiquement, on a toute la latitude pour vieillir comme le font les hommes. Mais comme on se place dans des situations de dépendance économique et que la personne avec laquelle on vit nous fait bien comprendre que notre aspect physique est quelque chose d'important, voire même de vital, bah voilà, ça vient de là aussi, toute cette angoisse. Pourquoi est-ce que les femmes, on se brique, on s'injecte? Parce que aussi la survie de beaucoup de femmes dépend de ça. Et ouais, et elle, ce dont elle s'est servie quand même, c'est comme tu disais, c'est-à-dire elle est restée vierge jusqu'à très très tard. Et il y a ce côté justement de pas se laisser attraper. Moi, c'est ça que tu vois, Voilà. de mettre à distance et de pas se laisser attraper. Euh, et ouais, ce que j'ai noté là, c'est une femme qui est hors de toute inféodation, de tout cliché et qui avance dans la vie aussi libérée qu'un oiseau dans le ciel. C'est exactement ça, Ouais, c'est c'est ce qui très nous joli ça. montre en fait. Ouais. Ouais. Et alors après, tu as pris un deuxième exemple qui est Dominique Rollin. Et là, il y a une... Donc, qui est resté en couple pendant très Juste longtemps avec Philippe Solers. Et lui dit d'elle, pardon, si vous avez la chance de tomber sur une femme qui se fout de l'opinion, vous avez décroché un trésor. et oui, parce qu'en fait, Dominique Rollin a 45 ans, elle porte des petites jupes, elle, elle se dit pas, tiens, cet homme a 20 ans de moins que moi, qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut une MILF? Non, non, elle interroge ses sensations. Il me plaît, je lui plais, pourquoi pas, elle y va. Euh, et aussi, en fait, quand il la quitte pour une femme qui a 25 ans alors qu'elle en a 50, elle tombe pas du tout en dépression. Elle lui dit, je suis désolée, hein, pardonne-moi d'être désespérément heureuse. Et en fait, cette joie agit comme un aimant. Donc, Philippe Solers revient sans arrêt vers elle parce que c'est tellement attirant une femme qui ne dépend pas de vous pour son bonheur, finalement. Elle a trouvé la source. Personne n'a la main sur l'interrupteur. Donc, c'est elle qui décide quand elle est triste, quand elle est heureuse. En tout cas, pas Solers qui va lui dire, bah, maintenant, tombe dans un gouffre parce que j'ai rencontré une femme de 25 ans et je pars avec elle. Donc, non. Et cette joie, en fait, elle la puise dans son travail. Donc ça dépend qu'elle, finalement, de rester saine, heureuse, équilibrée. Et sa forme, elle s'explique par sa discipline. Tous les jours, elle écrit sa page. Et donc, en fait, ce qu'elle nous dit, c'est qu'on pourrait enrichir la médecine d'un nouveau remède anti-âge, qui est l'écriture. Mais en réalité, ce que je dis dans le livre, c'est que n'importe quelle activité qui permet de se penser comme un être achevé, entier, est un remède anti-âge. Et c'est pour ça que les femmes, on doit être dans la création. Ouais, on doit décider. Ce que j'entends, c'est vraiment ça, hein, c'est comment tu décides ce qui est bon pour toi, comment tu te rapproches de tes essentiels et comment tu te centres, comme tu disais tout à l'heure, hein, il y a vraiment ça. Et là où ça m'amène, enfin, moi, c'est ma croyance et c'est pour ça aussi que je fais ce podcast, ça doit partir de nous, c'est-à-dire comment nous, on décide de faire changer les mentalités, d'agir différemment en partant de chacune, hein, que chacun décide ce qu'elle a envie de porter. Et là, ouais, j'ai envie de lire un autre passage. Donc ça commence par une citation d'Anaïs Nin qui dit « Donc les femmes doivent cesser de se révolter contre ce qui est. Elles devraient montrer une image claire de la femme nouvelle. » Et ensuite, tu bascules donc sur Mona Chollet. « Seul un changement de mentalité globale pourrait réellement rétablir l'équilibre. » Et tu dis, j'ai envie de lui répondre avec les mots de l'explorateur Théodore Monod, très souvent, un changement de soi est plus nécessaire qu'un changement de situation. Ou de ceux du psychanalyste Autoran, tout accomplissement intérieur modifiera la réalité extérieure. Donc la question n'était plus à quand un changement de la conscience collective, mais qui suis-je? Qu'ai-je envie de vivre? Qu'est-ce qui peut émaner de moi? Étant précisé qu'il n'est jamais trop tard pour choisir ce que l'on souhaite devenir. Et ça, je suis mais
complètement d'accord avec ça. Oui, en fait, c'est qu'on dépossède beaucoup les femmes de leur pouvoir en leur expliquant, voilà, la réalité est comme ça, on est dans une société patriarcale, voilà l'état de fait, on énumère tout ce qui va pas. Et en fait, on se sent prisonnière d'un environnement qui nous étouffe, qui mine notre santé mentale. Et ce que j'ai voulu dire dans ce chapitre, c'est qu'en réalité, euh, quand il y a une phrase en anglais, un proverbe subsaharien, When there's no enemy within, the enemy outside you cannot hurt you. Quand il n'y a pas d'ennemi à l'intérieur de soi, l'ennemi à l'extérieur ne peut pas nous faire de mal. Et donc en fait, le travail vraiment, c'est de renforcer euh, ce qui nous fait du bien, d'être vraiment. Enfin, c'est quelque chose de vraiment d'intérieur, parce que notre comportement va nécessairement avoir un impact sur la réalité extérieure, sur les interventions qu'on va avoir avec les hommes de nos vies, hein. Donc, tout part de soi, quelque part. Donc, on n'a même pas besoin d'essayer d'influencer les autres, de les changer. À partir du moment où on se change soi-même, c'est un effet de domino. Et tout à coup, des hommes incroyablement patriarcaux et misogynes se mettent à nous traiter avec respect. C'est ce que nous montre Lou Salomé, hein, parce qu'elle, par exemple, parce qu'elle se perd jamais de vue, en fait, elle force l'autre à la regarder. Évidemment, Et c'est quand tu changes le regard sur toi, ça change le regard des autres. c'est ça, exactement. Et donc ça nous redonne quelque part notre pouvoir. On n'est plus victime d'un environnement, on peut influer sur cet environnement par notre attitude. Et je me demandais, parce que là tu m'as dit que tu es sur un nouveau projet, et déjà je me demandais qu'est-ce que l'écriture de ce livre a fait bouger chez toi, ou qu'est-ce qu'elle a posé, comment ça t'a impacté? Alors déjà, d'une part, comprendre les dynamiques à l'œuvre dans tout ce qui se trame derrière la question de l'âge, ça m'a fait du bien, parce que j'ai aussi vraiment compris qu'il y avait euh, enfin, toute une industrie hein, qui travaille à plein temps pour redéfinir la beauté féminine selon une image fantasmée de la femme enfant. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'on nous dit épilez-vous. Enfin, il y a une culture pédophile qui irrigue toute notre société. Ça, j'en avais pas conscience. Ensuite, ça formate l'imaginaire érotique de nombreux hommes, hein. Donc, je me suis rendu compte en fait que finalement, beaucoup d'hommes aspirent à aimer des femmes de 50 ans, mais ils n'y arrivent pas parce qu'on leur propose des produits culturels qui n'érotisent et sexualisent que des enfants. Donc en fait, les hommes sont aussi prisonniers de ça. Donc j'ai pu discuter avec des hommes de bonne foi, hein, progressistes, de voilà leur faire comprendre et dépasser certains mécanismes. Les autres, bah, quelque part, on a envie de ne plus interagir avec eux. Donc on ne souffre plus du fait que voilà, ils vont nous ramener à notre condition d'objet. On ne les voit plus, comme Lou Salomé. Et oui, écrire ce livre, ça m'a donné vraiment des outils en fait finalement pour me réapproprier mon corps et me rendre compte finalement que les femmes qui vieillissent très bien, elles ont toutes la même recette. Elles se laissent pas définir par les standards patriarcaux de notre culture. Elles, elles sont constamment en train de dialoguer avec elles-mêmes, hein. C'est-à-dire, enfin, la personne qui rentre dans leur vie doit vraiment être une plus-value. Ça doit pas être quelqu'un qui va. Enfin, elle ne s'oublie jamais. Et c'est ça en fait qui est tellement important parce que on apprend tellement aux femmes à s'oublier, à être dans l'écoute de l'autre. Donc du coup, c'est très compliqué pour nous de se dire bah, qu'est-ce que je veux moi, puisqu'on n'a pas du tout été formaté à ça, hein. Et voilà, ce petit rappel de se dire bah voilà ce qui va faire que tu vas pouvoir vieillir avec grâce, c'est le fait de déjà être indépendante économiquement, de trouver ma passion, ce qui rallume, ce qui provoque chez moi ce feu intérieur, donc la lecture, les conversations stimulantes avec d'autres femmes. Je trouve aussi la sororité, c'est quelque chose d'assez incroyable qu'on a la chance de vivre, nous les femmes, hein. Les hommes sont ont des rapports entre eux qui sont très pas aussi nourrissants que ceux que nous, on peut avoir entre nous, les femmes. Donc, c'est un grand bonheur. Et donc, renforcer les amitiés féminines. Voilà, toutes ces choses-là qui font que, finalement, on sort de notre condition d'objet. J'ai pu poser tout ça à plat. Et donc, du coup, là, tu es en train de commencer un nouveau livre. Voilà. Dans le sujet, est-ce que tu veux en parler ou est-ce que c'est encore secret? Pour l'instant, je pose des idées, mais
En gros, enfin, c'est pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à impliquer plus d'hommes dans ce mouvement féministe, hein. Donc c'est un prolongement vraiment de ce livre-là. C'est Oui, ça que j'entends. Mmh. oui, oui, oui. Bon. On verra si j'y arrive, hein, parce que c'est très compliqué. C'est un accouchement qui est très long. On verra. Ouais. En tout cas, moi, ce que je te disais tout à l'heure, moi, je t'admire parce que c'est vrai que l'écriture, c'est vraiment quelque chose que je trouve ultra puissant. Donc, j'entends que tu es habité en ce moment et très concentré. Et donc, pour poursuivre la discussion sur comment faire de la cinquantaine une aubaine sur plein de champs, que ça soit professionnel ou personnel, et s'épanouir en conscience, quelle femme inspirante me conseillerais-tu d'inviter? Alors, je te conseille d'inviter Noa Baz, qui est une des femmes les plus influentes du Liban, hein. Donc elle est pédiatre, gastronome par passion. Elle a fondé il y a 20 ans l'association Les Petits Soleils, qui assure des soins gratuits aux enfants défavorisés vivant au Liban. Donc c'est après avoir vu le directeur de l'hôpital de Beyrouth refuser des soins à un jeune garçon qu'elle a décidé de s'engager auprès des enfants victimes de la guerre. Donc c'est vraiment une femme captivante, avec une grande sensibilité, et je pense qu'elle pourrait avoir des choses très intéressantes à te raconter. Parfait, très bien. Merci beaucoup Amanda. Je recommande donc encore une fois ce livre aux femmes et aux hommes parce qu'il y a énormément de choses à apprendre et des choses aussi qui font grandir et qui apaisent. Donc le titre c'est « Et si les femmes avaient le droit de vieillir comme les hommes ?» et c'est aux éditions L'Iconoclaste. Merci beaucoup Amanda. Merci Karine. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode de 50 ans et toutes mes dents que j'ai eu à le concocter pour vous. N'hésitez pas à nous soutenir en mettant 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à très vite avec de nouvelles inspirations pour croquer votre futur à pleine